Voilà. Chers amis du Cercle Saint-Riel, chers auditeurs, bienvenue ce soir dans la salle dite de l'Obélisque, obélisque à côté de laquelle nous nous trouvons. Elle a été érigée en 1987 pour fêter les 1000 ans de l'élection d'Hugues Capet à la chapelle Saint-Frambourg à Senlis. Voilà, c'est pour nous situer géographiquement et dans l'histoire. Nous remercions ce soir les thérapeutes qui ont accepté de venir partager leurs compétences avec nous. Les thérapeutes qui vont intervenir ce soir, pour la plupart, se connaissent et ont commencé à travailler ensemble lors de la mise à pied des soignants. Nous remercions également Maria Delgado, qui acceptera de témoigner en fin de séance, ainsi que Gatien Lokoussou, qui n'est pas ici présent, mais qui interviendra par vidéoconférence, et dont j'ai fait la connaissance cet été lors d'une formation en philosophie. Nous avons besoin... Alors, excusez-moi, je me perds. Cette soirée témoigne de notre désir d'émancipation. Nous, patients ou patients latents, thérapeutes, soignants, de la tutelle de l'État en matière de santé. Elle témoigne également de notre certitude que la nature, les médecines douces, les médecines dites parallèles, la médecine intégrative, sont à même de rétablir nos déséquilibres physiologiques ou psychologiques et de soigner tout ou presque tous nos maux. Nous avons pour cela besoin de thérapeutes qui exercent dans des domaines très variés que nous ne connaissons pas toujours. Nous avons besoin également de trouver en nous la confiance nécessaire qui nous permettra de prendre la responsabilité de notre santé alors que les institutions nous avaient appris à la déléguer à la sécurité sociale. Les personnes qui interviennent ce soir vont faire un exposé de 10 à 15 minutes. À la suite de chaque exposé, vous pourrez poser quelques questions. Et après cette partie officielle de la soirée, vous pourrez échanger de façon tout à fait libre avec les personnes qui seront intervenues, mais aussi avec 3 thérapeutes, dont 2 naturopathes et une... Alors Sandrine, tu me redis ta spécialité ? Biokinergiste, voilà. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée et je donne le micro à Isabelle Villarem. Isabelle Villarem qui va nous parler des effets positifs de notre alimentation sur notre santé, qui intervient ce soir surtout en tant que micronutritionniste, mais qui a d'autres cordes à son arc, puisqu'elle est immunologue, homéopathe, sophrologue et aussi vétérinaire. Bonjour à tout le monde. Florence m'a demandé d'ouvrir le bal. C'est pas toujours agréable, alors je vais vous emmener dans ma valse à moi. La valse des aliments, c'est mon truc. Et je vais vous en parler. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue parce qu'en 15 minutes c'est juste impossible des effets positifs ou négatifs de l'alimentation. Ça vous le savez tous que l'alimentation elle est super importante. Je voudrais juste vous demander si vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous savez exactement... Oh là là, il y a des gens qui disent oui. Tout le monde sait exactement ce qu'il a mangé. Ah, super. Par contre, si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 3 jours, c'est un peu plus dur. Donc juste pour vous dire qu'en fait, on mange, mais en fait, on ne fait pas très attention à ce qu'on mange. Et c'est ça qui est bien dommage. Parce que notre corps nous donne des tas d'infos que nous n'entendons pas forcément. Et moi, ma conclusion, ça sera d'écouter son corps. C'est le plus important. Alors, je vais faire un petit tour quand même dans les aliments. Je ne vais pas passer beaucoup en revue. Vous savez tous que dans les aliments, il y a des sucres, des graisses et des protéines. Je vais quand même dire quelques mots sur chaque parce que je ne peux pas ne pas en parler. Les sucres, c'est la plaie du XXe et du XXIe siècle. C'est vraiment une plaie épouvantable parce que notre corps a énormément besoin de glucose et a énormément besoin de glucose, hein, c'est celui d'après. Mais le problème, c'est que on est envahi par le glucose. Alors là, je ne vais vous parler que du glucose naturel, parce qu'il y a les glucoses artificiels.
Le naturel, déjà, on en trouve plein dans l'amidon. Donc là, c'est quand même une très très grande famille et c'est des milliers de glucoses qui sont assemblés ensemble. Donc tout ce qui est amidon, toutes les céréales, c'est du glucose. Dans les fruits, c'est du glucose et du fructose. Et les fibres, alors c'est une grande famille, il y a un peu de tout, mais il y a aussi du glucose dedans. Le glucose, il est destiné à faire marcher les cellules. C'est super, il rentre dans la cellule, la mitochondrie s'en empare et le transforme en énergie. Sauf que nous en mangeons parfois beaucoup trop. Et quand la cellule est envahie, elle n'a pas d'autre solution que de le relarguer. Donc en fait, la destinée du glucose, c'est d'abord, il va dans le foie, il va dans le muscle. Dans le foie et dans le muscle, il est transformé en glycogène. Et quand le foie et le muscle sont saturés, il est transformé en graisse directement. Donc en fait, il y a des gens qui ont des problèmes de poids, non pas de graisse, mais de sucre. D'accord ? Alors le deuxième, c'est glucose et fructose. Le glucose, on en a besoin. Le fructose, pas du tout. Lui, il va directement dans les graisses. Et les Américains ont une idée géniale. Il y a quelques années, ils ont fait un sirop de glucose-fructose. Et ça, l'alimentation industrielle en est remplie. Regardez sur les étiquetages, des fois on arrive à les lire, et pas toujours. Des fois, on ne le voit pas. Alors ça, c'est une terreur, le sirop de glucose-fructose. Hein. Mais même déjà, le fructose naturel des fruits est redoutable puisqu'il va dans les graisses. Et puis alors, les fibres, je vais en parler un peu plus loin, qui sont une très très grande famille, ils sont super intéressants. Donc en vrai, retenez que dans les sucres, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Le fructose naturel, ça va un peu, mais l'artificiel, pas du tout. Et puis les fibres, dont je vais reparler un peu plus loin. Les graisses, deuxième famille. Alors les acides gras trans, maintenant, tous les consommateurs le savent, sont totalement pourris. C'est ce qui abîme le corps, qui fait vieillir les organes. Enfin, c'est pas du tout des bonnes graisses. Il y a une famille de graisses qui sont très bonnes, la seule et unique, ce sont les oméga 3. Alors, c'est celle d'après. Okay. Alors voilà, les oméga 3, ils ont deux rôles complètement vitaux et c'est pour ça qu'ils sont ultra intéressants. C'est quand on mange des aliments qui en contiennent, on a immédiatement une transformation avec des anti-inflammatoires naturels qu'on a dans le corps. Donc ça veut dire que mon oméga 3, c'est comme si je mangeais un anti-inflammatoire, donc c'est génial. Et deuxième rôle ultra important, c'est que dans la cellule, c'est lui qui permet la flexibilité de la membrane. Or, la membrane, c'est comme une petite usine, elle a besoin de faire rentrer des choses et d'en faire ressortir, de faire ressortir les produits. Les réactifs rentrent, les produits sortent. Et s'il n'y a pas d'oméga 3 dans la membrane est morte pour les champs et c'est dramatique. Donc, les oméga 3, regardez, tous les légumes à feuilles vertes, ça fait du monde. Les poissons gras, les saumons, les sardines, le maquereau, le thon. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots, les fruits secs, les graines de chia, une petite graine noire, super, la graine de lin aussi. Et puis alors là, il y a deux huiles. Alors là, c'est incroyable ce qu'on nous ment. Il n'y en a que deux qui en contiennent vraiment. C'est l'huile de lin, mais qui rancit à la lumière, c'est ça le problème. Et l'autre, c'est l'huile de cameline, c'est une petite fleur bleue. Et les autres, c'est très très peu. Donc, je m'étends pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Après, sur les protéines. Les protéines de qualité sont difficiles à trouver. Je vous ai dit, les oméga 3, on les a dans le verre. Quand les bovins, les ovins, les caprins, quand tout le monde mange du verre, mange de l'herbe, ils produisent une viande qui est oméga 3. Mais s'ils mangent des tourteaux de maïs et des tourteaux de soja, comme c'est le cas maintenant, ils produisent des oméga 6, qui, elles, contrairement aux oméga 3, sont pro-inflammatoires. On est cerné par les oméga 6. C'est les grands représentants, le maïs, le soja, l'huile de tournesol. Alors, autant vous dire, il y en a partout. Et donc, du coup, tous ces bovins-là font une viande oméga 6, il y a un lait oméga 6, et même pour les poules bio, elles sont nourries au maïs, donc elles font des œufs oméga 6. Donc, attention aux oméga 6, ils sont pro-inflammatoires. Donc, les protéines, là, il faut avoir trouvé le bon éleveur qui va bien nourrir ses bêtes. Pour les poissons, c'est pareil, il y a à boire et à manger dans les poissons d'élevage. Hein. Mais bon, il y a les protéines animales, viande, poisson, œufs, produits laitiers, les protéines végétales. Il y en a beaucoup dans les légumineuses et il y en a aussi dans les graines, un tout petit peu dans les légumes. L'eau, je fais un petit tour dans l'eau parce que l'eau c'est super important. Donc l'eau, vous savez qu'elle est contaminée, ça je vous apprends rien. Il y a dedans des pesticides, il y a des résidus médicamenteux, il y a du chlore, il y a des métaux lourds, enfin, qu'elle soit en bouteille ou qu'elle soit du robinet, elle est contaminée. Donc en fait, la solution c'est effectivement de la filtrer. Et bien là, maintenant, je vais vous parler un petit peu des super aliments. Parce qu'en fait, pour être en forme et pour être vraiment
bien dans son corps, il y a quand même des aliments qui sont super. Alors, je vais vous les passer un peu en revue rapidement. D'abord les fibres. Les fibres, alors, est-ce que tu peux revenir sur la première? Les fibres, sont des prébiotiques, c'est-à-dire c'est eux qui nourrissent les bactéries qu'on a dans le côlon. Et ça, c'est génial. Les fibres, il faut absolument manger parce que c'est elles qui permettent de lester le bol alimentaire. C'est elles qui assurent un bon transit. Elles ont plein de fonctions. Donc, c'est super intéressant. Autre super aliment, les graines germées. Alors là, il y a une diapo dessus. On va voir tout en dessous. Voilà, là, voilà. Je ne sais pas si vous les connaissez, elles sont au milieu en haut. Les graines germées sont des bombes en vitamines et en minéraux. Les graines tout court aussi sont des super bombes, c'est-à-dire la graine de sésame qui est riche en calcium, la graine de lin et de chia qui sont riches en oméga 3, la courge pour les hommes, contre la prostate, c'est super. Les herbes aromatiques qui sont des merveilles aussi, pleines de vitamines et de minéraux. Évidemment, vitamines et minéraux, c'est fruits et légumes. Et les épices, des épices sont absolument géniaux. Il y en a une qui est très intéressante pour la digestion, qui est le cumin. Et puis moi, je suis une grande droguée de l'ortie, mais je crois que Delphine, elle va vous en parler, donc je ne vais pas m'étendre sur l'ortie, qui est très riche en fer, donc ça peut être très 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 intéressant. À part ça, comme super aliment, il y a les jus verts aussi, qui sont très intéressants. Mais là, on n'aura pas de fibres. Hein. Une fois qu'on les a passés dans la machine, on n'a plus de fibres. Et puis, une dernière catégorie d'aliments dont je vais vous parler pour les super aliments, c'est les prébiotiques naturels, que sont tous les aliments qui contiennent des bactéries. Alors, le yaourt, la choucroute, tous les légumes lactofermentés, le kéfir, je ne sais pas si vous le connaissez, le cornichon, voilà, le miso, des aliments comme ça. Alors, on va faire un tout petit tour dans les modes de cuisson. Alors, à 50 degrés, il faut savoir, la cuisson, elle a deux avantages. Elle permet de rendre l'aliment plus digeste et puis elle va éliminer aussi les bactéries que contiennent les aliments. Le problème, c'est qu'elle est dépendante du temps de cuisson et de la température. Le temps et la température vont être super importants. À 50 degrés, on va déjà dégrader des enzymes et des acides gras qui composent les graisses. À 60 degrés, on perd la vitamine C. Entre 80 et 90, on perd certaines vitamines B. Et à 100 degrés, on perd toutes les vitamines. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Cuire à l'eau, on laisse les vitamines dans l'eau, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas les manger. Donc, en fait, moi, je vous propose plutôt la vapeur. L'idéal, la vapeur, elle cuit maximum à 95. Donc, c'est vraiment c'est une super cuisson qui est harmonieuse, qui est homogène, qui est bien. Donc, voilà, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, alors, dans la cuisson, un truc super important, la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est une combinaison entre des sucres et des protéines. Alors ça, c'est les barbecues, la plancha, les grillades, tout ça, ça provoque des réactions de Maillard. La réaction de Maillard, ça fait vous voyez bien que ça crame. Hein. Le toast grillé, c'est pareil, c'est une réaction de Maillard. Ça fait un lien entre le sucre et les protéines. Et cette molécule-là qui a été créée, elle est indestructible. C'est ça qui accélère le vieillissement. Donc c'est, en fait, en gros, je suis en train de vous déconseiller les grillades, les barbecues, les planchas. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est intéressant. Et puis, voilà, j'arrête là mes modes de cuisson. Et je voulais vous parler maintenant, des clés pour le transit intestinal. Alors, c'est un problème fréquent maintenant, le transit. Donc, la première chose à regarder, c'est est-ce que je bois assez. En gros, il faudrait boire selon les personnes, selon la taille, selon le poids, selon pas mal de paramètres, il faudrait boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Deuxièmement, est-ce que je mange assez de fibres? Au minimum 30 grammes par jour. Donc là, déjà ces deux points-là sont vérifiés, déjà ça peut vraiment aider très très fort le transit. Après, est-ce que je fais un peu de mouvement, un petit peu de sport, parce que ça aide beaucoup. Après, est-ce que qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur le transit, parce que là je vous parle de produits naturels. Ah oui, la chicorée le matin, ça peut être très intéressant parce que c'est un prébiotique naturel. Et autre chose, un kiwi mûr à jeun. Ça marche très bien, ça marche bien aussi sur le transit.
Après, il y a plein de choses en naturel, mais pas au niveau alimentaire, comme il y a des points d'acupuncture, il y a des massages autour sur le ventre, il y a pas mal de choses qui existent qui peuvent aider vraiment, vraiment le transit. Il y a du psyllium blond, ouais, le psyllium blond qu'on trouve chez les naturopathes, qui est très intéressant pour aider le transit. Mais là, c'est quelque chose qu'on prend en plus. Donc il y a vraiment des choses à faire, le microbiote étant quand même une grande clé de notre bien-être. Vraiment, la solution, elle est énormément dans l'alimentation, ça c'est sûr et certain, surtout aujourd'hui, parce que l'alimentation industrielle est quand même terriblement mauvaise, je pèse mes mots, là c'est incroyable. Là ils ont de l'idée pour rendre tout mauvais, donc il faut faire attention. Et c'est vraiment un gage de bonne santé. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à tout ce qu'on mange. Déjà la fatigue, c'est une clé énorme de la fatigue se trouve dans l'alimentation et aussi dans la façon dont on mange. Alors évidemment, on a tous des façons un peu différentes de manger et ça interfère beaucoup. Je vais vous proposer une petite respiration parce que ça, c'est une super clé. Est-ce que tu peux me mettre le dernier? Et c'est une super clé de bien-être, la respiration. Je vais vous proposer de porter toute votre attention sur votre ventre. Vous mettez toute votre attention et votre intention aussi, parce que vous avez l'intention d'aller observer votre ventre. Et là, moi, je vais juste vous proposer de sentir votre ventre qui gonfle légèrement à l'inspiration et qui dégonfle très légèrement à l'expiration. Et juste, vous allez prendre conscience de ce mouvement-là. Et vous allez voir qu'on n'en a pas du tout l'idée. Personne ne nous a jamais appris à faire ça, en fait. Hein. Et c'est bien dommage parce que c'est une clé de plein de choses. Est-ce que vous sentez votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'inspire, à l'expire, gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire, gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire. Vous voyez comme ce mouvement est complètement immuable. Il gonfle à l'inspire, il dégonfle à l'expire. Et si vous portez toute votre attention sur votre ventre, vous n'avez plus de place pour les pensées, et c'est pas mal. Du coup, vous sentez bien votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Alors, je vais vous proposer une petite conclusion, parce que je crois que le temps est écoulé. Le temps tourne, ouais. on arrive au bout. Là. Oui. Alors, la conclusion... Tu peux mettre la diapo d'avant, s'il te plaît? Alors, la conclusion, c'est l'alimentation. Donc là, moi, je vous ai fait un tour très rapide des super aliments, mais attention quand même au sucre, hein, pensez-y. Attention aux graisses et attention à la qualité des protéines. Après, ce qui va avec l'alimentation pour être en forme quand même, c'est l'hygiène de vie, un petit peu de mouvement. Attention à nos pensées, elles sont redoutables. Hein. Et puis, le dernier, c'est respirer, se détendre et se brancher sur son corps. Écoutez votre corps, il a plein de choses à vous dire. Et dans l'alimentation, il est super, il parle beaucoup. J'ai oublié un truc, de vous dire quelque chose d'important pour le microbiote, juste 2 secondes. La qualité du microbiote, elle est dépendante déjà de 2 facteurs de base qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de notre mère. Est-ce que je suis née par les voies naturelles et est-ce que j'ai été allaitée? Si je suis née par les voies naturelles et que j'ai été allaitée, super. Si je suis née par césarienne et que j'ai pas été allaitée, j'ai la double peine. Parce que, évidemment, je vais pas avoir les mêmes bactéries qui vont coloniser mon gros intestin au moment où je nais. Et ça a des conséquences incroyables à l'âge adulte. Incroyable. Donc ça, c'est déjà deux questions très importantes à savoir, parce que quand vous avez mal au ventre, ça peut expliquer beaucoup de choses. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et puis de faire attention à votre alimentation surtout. Est-ce que vous avez une marque de filtre pour l'eau spécifique? Il y a plusieurs. Il y en a franchement plusieurs. Là, mais là aussi, à boire à manger. Oui, c'est pour ça. Isabelle, tu veux prendre le micro pour répondre pour il y a à boire à manger. On est quand même beaucoup emmené Doulton, Madame, quelqu'un d'assez sûr le recommandait, donc c'est pour ça que je le cite. Mais sinon, c'est très difficile. Hein. Très. C'est aussi une foire d'empoigne, là, hein, au niveau de l'eau.
Et l'eau, moi je vérifie l'eau de mon village et je peux vous dire, parce que je l'ai reçu encore la semaine dernière, sur 11 pages, il y a 7 pages pour les pesticides. C'est impressionnant, 7 pages. Je les ai comptées, je me suis dit c'est dingue. On n'imagine pas ça. Donc, oui. Est-ce que dans tous ces filtres sur la mode, il peut y en avoir qui en fait sont plus néfastes que Alors, je ne connais pas assez pour vous dire oui, mais oui, tout ce que j'ai vu sur l'alimentation, je connais, j'ai pas été les étudier tous. C'est pour ça que ma réponse va être incomplète. Mais moi, je me souviens avoir été à Paris pour rencontrer des gens qui vendaient un filtre, mais une fortune, ça coûtait 1000 euros. Et quand j'ai posé des questions, monsieur, il ne comprenait pas ma question. Je lui ai dit, ça arrête les cations, votre filtre. Mais il me disait ça arrête. Je voyais bien qu'il ne comprenait pas ma question. Donc en fait, ils vendaient un truc qu'ils ne connaissaient pas bien. Donc oui, je pense que... Alors, qui ne sont pas bons, oui. Alors de là, être nocif, j'en connais pas assez. Enfin, je veux dire, je ne les ai pas assez tous étudiés pour pouvoir vous le dire. c'est vraiment la mode? Ah, très à la mode. Très, très, très à la mode. Mais il y a encore des vieilles recettes qui marchent, comme mettre l'eau à la lune, à la pleine lune. Hein. Mettre nos bouteilles d'eau à la pleine lune va déjà les dynamiser, au moins dynamiser l'eau. À défaut de la filtrer, elle va la dynamiser, donc ce qui est déjà pas mal. Hein. Et les eaux embouteillées qu'on achète au magasin, il faut les filtrer aussi ou... Ouais. Malheureusement. Parce qu'on a nos autorités qui disent que l'eau du robinet elle est aussi bonne que l'eau... Les autorités ont une tendance à mentir. J'ai entendu dire que ça supprimait le calcium en fait. Le calcium, oui, ça peut le retenir tout à Pour fait. les gens qui auraient besoin de calcium, c'est pas bon. Claude Allègre préconise l'argile verte pour nettoyer l'eau. Pourquoi pas, il y a plusieurs techniques différentes. Hein. Il faut essayer, il faut voir ce qui nous... Oui, il y a le charbon noir, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plusieurs choses qui existent, donc ça, il faut essayer, il faut voir ce qui vous convient à vous. Hein. On a quand même une bonne idée sur la forme, hein. Ça donne quand même un... Et puis sur le calcaire, ça donne assez vite des résultats. Vous nous autorisez combien de barbecues par an? Moi, j'en fais plus jamais. Il faut mariner les Hein? viandes. J'en fais plus jamais. Ah, mais une fois que j'ai compris la réaction de Maillard, j'ai dit c'est fini pour moi. Les toasts, là, j'ai abandonné comme ça, les toasts du matin et les barbecues. Là, c'est... On peut pas... Ça va en plus, ça se fixe sous la peau, la réaction de Maillard. C'est une horreur. Ça s'appelle la glycation. Ah oui. Alors, c'est différent de la glycation. Ah bon? La glycation, c'est un glucose qui va aller taper là où il peut et oui, qui tape partout. Mais la réaction de Maillard, la réaction de Maillard, c'est une horreur. Delphine, notre herboriste. Voilà. Je suis très contente d'être là ce soir. Donc je suis... Mets un peu plus près de ta bouche. Oh. C'est une habitude. Comme une glace. Je vais m'asseoir 2 minutes. Hein. Ok. Donc, je suis diplômée d'une école d'herboristerie qui s'appelle ARH, qui est une des 2 plus anciennes écoles d'herboristerie en France. Et vous n'êtes pas sans savoir que le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu depuis 1941, que l'usage thérapeutique des plantes médicinales est le monopole des pharmaciens et des médecins. Donc mon activité, elle est essentiellement agricole. Nous produisons des plantes aromatiques et médicinales, on appelle ça les PAM. En agriculture biologique, on fait de l'agroforesterie. Et le cœur de mon activité réside dans la cueillette de plantes. Une cueillette essentiellement sauvage, donc sur le domaine. Et puis ensuite, je transforme ces plantes et je diffuse leurs dons dans des remèdes ancestraux. Donc je suis passionnée des vertus des plantes médicinales. Et j'ai aussi une connexion très forte avec la nature, et même dans un sens plus large, une connexion avec mon environnement. Cette connexion, plutôt cette reconnexion, elle a vraiment opéré des changements en moi visibles.
et parce qu'on trouve dans la nature ce dont on a besoin. Donc il y a une définition de l'herboristerie que j'aime beaucoup, qui est juste là après, qui dit que partout dans le monde et depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes apprennent à lire le langage caché des plantes dans le but de soigner, voire de guérir. Et l'herboristerie, c'est un petit peu ça, c'est un savoir qui a été oublié, mais qui est pourtant à la portée de tous, et que moi j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui. Donc j'avais envie de parler des mauvaises herbes. Alors j'ai cherché la définition dans Wikipédia. Donc mauvaises herbes issues de mauvais et d'herbes en opposition à l'herbe qui est cultivée. Et c'est vrai qu'on les appelle les mauvaises herbes parce qu'elles ont longtemps été considérées comme nuisibles par les jardiniers ou les agriculteurs, parce que on les appelle les adventices. Parce que c'est des plantes qui s'invitent comme ça dans les cultures et qui peuvent prendre un peu de place, et qui étaient donc considérées comme nuisibles parce qu'elles n'étaient pas intégrées volontairement. Et on se rend compte aujourd'hui que ces plantes-là, qui sont des plantes très fortes et qui résistent, en fait, elles sont là pour aider leurs copines, parce qu'elles vont aller puiser avec leurs racines qui ont plein de ressources, des minéraux et des vitamines, et elles vont pouvoir les repartager. C'est souvent des plantes qui sont vivaces. C'est des plantes qui existent depuis très très longtemps en fait. Moi, mes trois préférées sont celles-ci, l'ortie, l'aquilée et le plantain. Mais pour l'aquilée, par exemple, on en a trouvé des traces déjà dans la préhistoire. Donc c'est des plantes qui ont développé des stratégies incroyables d'adaptation, de reproduction, de défense pour être encore là aujourd'hui. Et donc, elles sont composées de principes actifs qui sont complexes, notamment dans certaines familles de plantes, qui vont pouvoir offrir un large spectre de propriétés et donc d'usage. C'est un peu comme des plantes couteau suisse, en fait. Donc, une plante qui peut faire plein de choses. Alors, je vais parler particulièrement de l'ortie aujourd'hui. Tout le monde connaît l'ortie. En général, on la reconnaît à la première poignée de main. Alors, l'ortie, c'est une plante qui est bio-indicatrice, déjà, qui va donner des informations sur la qualité du sol, sur qui vit dedans, son pH, comment ça se passe. C'est une plante qui est aussi une plante textile qu'on a utilisée beaucoup pour ses fibres. C'est une plante qui est une plante alimentaire. Depuis très très longtemps, on l'utilise dans l'alimentation, dans les potages, dans les omelettes, dans les pestos. C'est une plante qui est une plante tinctoriale aussi, donc on va pouvoir l'utiliser pour teinter les tissus. C'est une plante, et j'arrive à la plante médicinale, ce qui m'intéresse finalement. Et donc c'est une des plantes préférées des herboristes, cette plante-là. On peut passer juste je pense, à la slide d'après, je ne sais pas si on voit bien. Alors, c'est une plante dioïque aussi, ça je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire qu'elle a un pied mâle et un pied femelle. Urtica dioica, donc c'est l'ortie piquante. C'est vraiment une plante qui est fabuleuse en fait, qui est extrêmement complète. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser la plante dans son entièreté. Et en général, quand on parle des propriétés médicinales d'une plante, on va plutôt utiliser les sommités fleuries ou la racine. Là, toute la plante est utile, que ce soit les racines, la partie aérienne, jusqu'aux graines. Donc il va y avoir un petit peu de subtilité dans les utilisations et dans la manière d'extraire les principes actifs qui nous intéressent. C'est une plante qui est reconnue par la pharmacopée française et européenne. Donc on voit à quel point elle est intéressante. Et elle est vraiment incontournable à mon sens. C'est vraiment la base en fait. C'est avec celle-ci qu'on peut commencer à s'entraîner dès le démarrage. Je vais vous parler un petit peu de sa composition et du coup ça va découler sur ses propriétés et ses utilisations. Donc c'est, pour être assez simple, parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui la composent,
Cette plante-là, elle est composée de beaucoup de protéines, 20% de sa même 30%, je crois, de sa masse sèche, de minéraux, de vitamines, A, C, D, K, je crois, et de chlorophylle aussi. Donc la chlorophylle, c'est intéressant pour le microbiote, pour faire la passerelle. Les minéraux, ils vont... donc c'est une plante qui est vraiment une bombe nutritive. C'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle a à la fois une action douce et une action qui équilibre. Déjà par ses minéraux, par exemple. Donc elle va donner de la vigueur, de la force. Et puis les minéraux, ils vont venir aider le foie à gérer les hormones. Donc elle va avoir un rôle comme ça d'équilibre hormonal. C'est une plante qui va renforcer donc, quand on est aussi fatigué, quand on est un petit peu anémié, parce qu'il y a beaucoup de fer. C'est une plante qu'on peut utiliser en changement de saison, qu'on peut utiliser en période d'examen. Il me reste 2 minutes. Merci. Ok, donc dans plein de périodes de la vie, dans plein de périodes de l'année, parce qu'on est soumis à des cycles, c'est une plante qu'on a tous à portée de main et qui nous est particulièrement utile. Elle va avoir des propriétés antihistaminiques, par exemple pour les allergies saisonnières. Elle va avoir des propriétés galactogènes pour les mamans qui allaitent. Elle est très intéressante après un accouchement, par exemple, quand on est fatigué. Son action elle va aider le corps à se nettoyer en douceur. Elle va renforcer la structure, les fondations. L'ortie, elle a une action comme ça qui détoxifie un peu et qui va aider aussi à éliminer ces toxines. Parce que c'est bien beau de travailler toujours sur le foie et de vouloir nettoyer, mais les toxines, une fois qu'elles sont en circulation dans le corps, il faut les évacuer. Et l'ortie, elle va avoir comme ça une action sur le foie et la rate, et elle va aider à l'élimination par la vessie et par les reins. Et donc, elle va aussi... elle va avoir un rôle sur tout ce qui est acné, fortifiant des cheveux et des ongles. Elle va avoir aussi des propriétés. Alors, elle est intéressante, par exemple, pour les maladies de Lyme ou en cas de problèmes d'articulation, parce qu'elle a une action qui est anti-inflammatoire et qui baisse qui diminue en tout cas les réactions inflammatoires énormément. On peut l'utiliser dans plein d'autres choses encore. Mais c'est déjà pas mal. Pour les cheveux, pour les ongles, elle est vraiment très très intéressante. Alors, est-ce que tu peux passer à le slide ? Pour la manière de l'utiliser, cette grande ortie, on peut l'utiliser en infusion et en décoction. Je vais faire juste un petit rappel rapide alors, parce que c'est fini. À moins qu'on passe peut-être aux questions. Tu peux manger sur le temps des questions. Ok, d'accord. Bon, voilà, il y a une petite introduction à faire sur comment on utilise les plantes médicinales et je pensais passer par ce chemin-là pour l'expliquer. Mais on peut utiliser l'ortie en infusion. Donc on va plutôt utiliser, quand on fait une infusion, les parties qui sont fragiles de la plante, en versant de l'eau chaude dessus, pas trop chaude non plus. Moi je reste sur 70 degrés parce que sinon il n'y a plus d'intérêt, à couvert, au moins voilà, un petit temps. Une décoction, ça va être plutôt le fait d'utiliser les parties qui sont plus ligneuses, plus résistantes de la plante, comme les racines ou les écorces en général. Mais là, par exemple, pour les racines d'ortie, qui est très utile justement pour lutter contre les problèmes de prostate, on va plutôt utiliser la décoction de la racine en faisant bouillir cette racine dans de l'eau pendant au moins un quart d'heure, mais ça peut durer aussi plusieurs heures pour pouvoir extraire les principes actifs. Il y a d'autres manières d'extraire les principes actifs de la plante. En fait, il y a 3 solvants, il y a l'eau, l'alcool et les corps gras. Et pour extraire certains principes actifs par l'alcool, donc on va pouvoir faire des teintures mères ou utiliser le vinaigre. Le vinaigre d'ortie aussi est très intéressant. Il va minéraliser et alcaliniser en même temps.
Et donc là, on fait une macération de la plante dans de l'alcool. Et puis l'ortie, on peut l'utiliser aussi en frais, donc en pesto par exemple, si on peut aller la cueillir dans la nature, ou en jus. C'est très intéressant et très nutritif. Et là, en ce moment, dans la nature, c'est le moment d'aller récolter les graines. Les graines, c'est assez facile à récolter, hein. Il suffit de cueillir, laisser sécher, puis ensuite elles tombent naturellement. Et ces graines-là, vous pouvez les saupoudrer dans vos potages, sur vos salades, dans plein de choses, ou mélanger dans du miel, si bon miel il y a et s'il n'est pas trop sucré. Mais c'est le moment d'aller cueillir des graines et se faire une petite cure d'ortie là pour le passage à l'automne. C'est vraiment le bon moment. Voilà, je vais terminer là. Donc évidemment c'est très très rapide, tout ça je l'explique sinon en atelier. Et il y a plusieurs, voilà, toutes les propriétés. Ça c'était le plantain que j'aime beaucoup aussi, qui est très intéressant. Le plantain et l'aquilée millefeuille sont 3 plantes résistantes qui gagnent à faire partie de notre pharmacie naturelle. Et voilà, s'il y a des questions, on peut passer aux questions, et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, là on a du temps pour 1 ou 2 questions. Allons-y. Delphine, moi j'ai... Quand on cueille les orties, est-ce qu'il faut vraiment se limiter aux 2 petites feuilles ou on peut en prendre plus? Alors, tout dépend de à quelle période de l'année on est. C'est mieux quand on utilise les feuilles de les cueillir avant la montée en fleurs. Parce que sinon il y a beaucoup de silice dedans et c'est un peu moins bon. C'est plus facile et plus tendre, tout dépend de son utilisation, de cueillir le bouquet du haut en fait, effectivement. Parce que ça sera plus facile si vous voulez juste les passer à la poêle ou les faire en pesto, sinon elles sont plus rugueuses. Mais en termes de propriété, toutes les feuilles s'utilisent. Il faut mieux avoir des gants. La soupe d'ortie, on est obligé de la cuire à plus de 100 degrés, c'est un problème? Alors la soupe d'ortie, normalement vous rajoutez les orties juste à la fin de la cuisson. Vous faites cuire vos pommes de terre, votre soupe, et 5 minutes avant la fin, vous baissez un petit peu le feu et c'est là que vous rajoutez les orties. Les orties, elles sont aussi très bonnes en quiche. Juste vous les posez sur votre appareil à quiche comme ça, vous coupez les plantes, vous rincez bien, surtout au vinaigre, au vinaigré. Sauf si vous pouvez les cueillir chez vous, mais sinon, c'est quand même un nid à bestioles, hein, les orties, hein, comme ça pique, et il y a beaucoup d'insectes qui aiment se cacher là. Et puis, il faut cueillir celles qui sont assez hautes si on est dans la nature. Et simplement, sur votre pâte, vous coupez des petits morceaux de feuilles, vous versez votre appareil au four, et ça marche très très bien. Et donc, une fois que ça passe à l'eau chaude ou à la cuisson, ça perd ces petits poils piquants. Je fais un sel à l'ortie. Ouais. Comme ça, j'en mets tous les jours. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et du coup, moi, j'en fais aussi un avec la plante et un avec les graines. Et j'aime bien j'aime bien avec l'ortie le fait qu'on puisse l'utiliser dans son entièreté. Et je trouve que ça, c'est un beau cadeau. Oui. Est-ce que grâce aux graines, donc si on jette les graines dans notre jardin, on va avoir des orties, ou est-ce qu'il faut mieux prendre les racines et les mettre dans la terre? Oui, elle a un système racinaire assez incroyable, l'ortie, donc vous allez beaucoup moins vous embêter à récupérer un petit bout d'ortie et le mettre dans la terre. Et ça va partir très vite. Mais si vous voulez des graines, j'en ai. Et puis vous pouvez faire les semis à l'automne. Au printemps, pardon. Récolter les graines maintenant et semis au printemps. Mais ça vaut pas le coup de s'embêter à faire des semis pour l'ortie, vraiment. Bon. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis contente de faire la suite des plantes parce que là on parle de tout ce qui est naturel et moi je vais parler du cycle féminin. Alors qui je suis, Mylène Clichy. J'ai écrit un bouquin préfacé par le professeur Henri Joyeux qui
qui est cancérologue. Bon, il est assez connu en général, mais bon, voilà. Et donc, le principe, en fait, mon histoire, c'est que... là, ça va? Prêt? Comme une glace? Oh bah, ça n'a pas l'odeur d'une glace. Alors, mon histoire commence parce qu'en fait, j'étais malade sous pilule. Et en fait, j'ai fait différents gynécologues et ils m'ont toujours dit que c'était dans ma tête, alors qu'en fait, moi, je sentais que c'était dans mon corps. Sachant que je suis eurasienne, je suis vietnamienne, ma mère m'a toujours soignée aux ventouses, au naturel, donc j'avais déjà une base de connaissance de ce qui était bon pour moi. Et ensuite, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Amère pilule. Vous avez un stand où je vous propose des bouquins de référence où ça va plus loin par rapport à ce que je suis en train de dire. Et en gros, mes effets secondaires, c'était infection urinaire, mycose et compagnie. Et en fait, dans ce bouquin, je retrouvais tous mes effets secondaires. Baisse enfin, au niveau de la myopie, parce qu'en fait, comme ça assèche les muqueuses, ben, ça fait des angines à répétition, des otites, enfin, je vous raconte pas les détails, mais en tout cas, j'étais contente de voir que c'était pas que dans ma tête. Et en fait, Hélène Grant, elle a participé à la création de la pilule et elle explique que pour créer la pilule, il y a eu beaucoup de décès de femmes, embolie pulmonaire, problèmes cardiaques et compagnie, et aussi beaucoup de dépression. Et donc ils ont fait tous les dosages dès le départ, et aujourd'hui nous avons les pilules qui en fait bloquent l'ovulation. Alors moi quand j'étais sous pilule, en fait, je pensais que c'était les hommes qui étaient vraiment chiants. Bon, il y a peut-être un peu de ça, mais bon, n'empêche que ça met la femme dans un état hormonal, mais pas sympa. D'ailleurs, dans mes formations, souvent les hommes me disent « Ah, ça va mieux, merci !» Un peu de soulagement pour eux, un peu d'empathie, parce que si je fais ça, c'est aussi pour les femmes, mais en fait, en vrai, c'est pour les hommes, parce que je trouve que les hommes, bon, j'adore, mais je trouve que c'est tellement intéressant de voir, d'aider les couples à s'entendre, parce que la femme, elle est tellement changeante au niveau de son cycle, que si elle ne connaît pas son cycle, elle le subit. Et avant de trouver la méthode qui est reconnue par l'OMS et qui est diffusée par les Allemands, j'ai expérimenté toutes les méthodes naturelles qui sont du bricolage en France. Et c'était vraiment la galère. Et j'ai créé une association qui s'appelle Fertilité Consciente pour contrer la fertilité inconsciente. La galère, je ne sais pas quand j'ai mes règles, j'ai toujours peur parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ovule. Enfin, c'est la galère qu'on connaît. On connaît le téléphone portable, l'ordinateur, la voiture, tout ça pour être des consommateurs. Mais son propre corps, c'est le désert. On va sur la Lune et dans le corps et le cycle féminin, on ne connaît pas. Pourquoi? Bon, après, c'est culturel, il y a des pressions au niveau de l'industrie pharmaceutique, tout ça. Mais bon, moi, je suis une femme, j'en ai rien à faire de leur histoire. Et sauf que j'ai mis 6 ans pour trouver cette méthode. Et l'Eldorado, ça a été la Belgique. Et en fait, j'ai été formée par les Belges avec des sessions de formation avec les sages-femmes. Et là, c'est génial parce que les sages-femmes, elles ont un accouchement physiologique. Je me suis sentie enfin comprise parce que en France, bon après ça va, j'allais dire ça va mieux, mais bon. Je vais passer à autre chose, mais en gros, c'est très théorique. Et en fait, moi je suis vietnamienne, et les Vietnamiens, en fait, on est concret, on est dans le corps. Et moi je suis pas mentale, je suis là et je vérifie dans mon corps. L'alimentation, je sais quand c'est bon, je le sens au niveau de ma digestion. Et en fait, le cycle féminin, c'est pas si compliqué. C'est tellement pas compliqué que j'enseigne cette méthode en une journée, alors vous imaginez. Mais sauf que, qu'est-ce qui empêche de comprendre son cycle? C'est tout l'aspect, on va dire, parce qu'en fait, c'est une question de pouvoir. Et il y a toute une barrière qui fait en sorte qu'on empêche les gens d'être autonomes et d'accepter son corps de femme qui est merveilleux. Adaptation, une grossesse, l'enfant il a tout, il a les ongles et tout ça, enfin c'est magnifique. Et en fait on insulte ce pouvoir par la bêtise où on fait peur tout le temps. Alors qu'en fait
en fait, ce que je vais vous dire, c'est que ce que j'adore faire, c'est remplacer l'ignorance avec les galères, le stress et compagnie par une connaissance pratique. La femme va pouvoir apprendre à connaître son cycle et va déterminer avec précision où est-ce qu'elle en est. Et c'est énorme, on arrête d'avoir un corps de douleur parce qu'on sait pourquoi on a des douleurs. On arrête de stresser parce qu'en fait l'ovulation ça dure que 24 heures. Enfin c'est génial, la nature elle n'est pas faite pour punir la femme, mais au contraire l'ennoblir. Et seulement la femme, le corps de la femme et les éléments du corps de la femme est radical, comme la nature. Si on ne respecte pas notre corps, eh bien, ça fait des complications. Pourquoi? Parce que la nature aime tellement les femmes qu'elle nous explique que si tu fais quelque chose de pas équilibré, bah, tu as des règles douloureuses. Et c'est en fait, si on comprend son cycle, on comprend ce qui est bon pour notre santé et mauvais pour la suite. Parce que si une femme ne comprend pas son corps, comment elle peut être soutien par rapport à la santé de ses enfants, puisqu'elle a la même hérédité, les systèmes digestifs, enfin, il y a vraiment une continuité. Au-delà de la contraception, qui est juste un point, fertilité consciente, c'est pour justement remplacer l'ignorance par une connaissance pratique, remplacer la peur par une confiance. Et enfin, c'est simple, mais juste il faut traverser le barrage, l'épouvantail qui fait peur. Mais en fait, c'est comme la naturopathie. Si vous avez des problèmes de foie, bah, il suffit de jeûner ou l'alimentation. En fait, c'est revenir à la base. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'énergie sexuelle, c'est très tabou. Parce qu'en fait, il y a 3 éléments où il y a les démons du pouvoir, entre guillemets, c'est l'argent, le pouvoir et la sexualité. Et si, en fait, on ne résout pas cet équilibre, parce que n'empêche que l'énergie sexuelle, c'est ce qui est le support de notre énergie de guérison. Et donc, si on bloque par des trucs bizarres, des tabous, des informations erronées, on ne peut pas laisser cette énergie passer dans le cœur. Il y a Sri-Aurobindo et la mère, que j'aime beaucoup, qui explique qu'il y a 3 niveaux de conscience qu'on peut avoir. Il y a le niveau de conscience au niveau de la sexualité, c'est l'animal humain. Si on met la conscience au niveau du cœur, c'est l'humain humain. Et si on le met au niveau de la conscience, au niveau spirituel, c'est l'humain divin. Et moi, j'aide, et j'adore faire ça, on passe cette partie-ci, on résout à autre chose, parce que bon, du coup, on comprend son corps, on se respecte, et on peut passer à cette écoute plus énergétique de son cycle. Parce que si on comprend la première partie la plus visible, c'est le corps physique, et ensuite on peut passer par le corps d'énergie. Il n'y a rien de métaphysique, mais je vais vous expliquer, mais la femme, quand elle ovule, elle rayonne. C'est l'effet impulse. Bon, après, je ne sais pas s'il y a encore la pub parce que j'ai plus la télé, mais c'est l'histoire où un homme, il voit une femme, bouquet de fleurs. Mais en fait, quand on rayonne, on rayonne un champ électromagnétique, et en fait, ce sont les phéromones, et en fait, on attire les hommes. Et donc, on est en plein rayonnement. Et quand on est dans les phases de règles, en fait, on le voit que l'utérus se contracte. Et en fait, au niveau de son aura, on peut ressentir cette respiration. Donc, lors des règles, on expire, et lors de l'ovulation, on inspire. Et il y a ce processus où, en fait, quand on comprend son corps physiologique et physique, on peut développer des perceptions plus subtiles. Et il m'est arrivé de ressentir aussi un esprit qui voulait s'incarner. Enfin, j'ai senti un tourbillon au-dessus de ma tête et un esprit qui demandait toc toc, est-ce que tu veux être ma maman ou pas? Je dis pas tout de suite, s'il te plaît. et ça permet, parce que bon, c'est l'archétype de Marie quand il y a Gabriel qui arrive, et donc toutes les peintures dans la religion, ce sont des moules énergétiques dans lesquels on peut aller ressentir le vivant de cette sagesse qui
qui est 5 minutes, qui est inscrit dans notre corps d'énergie, justement, parce que le corps physique, c'est le corps de séparation. Mais quand on rentre dans le corps d'énergie, eh ben, on peut le ressentir parce que l'utérus, en fait, la femme, elle englobe, c'est le cercle. Et en fait, elle peut être vraiment en empathie. On le voit quand il y a les enfants, ben, on sait que ça va, qu'il y a l'allaitement et compagnie. Il y a cette écoute qui permet d'être véritablement humain. Mais si on ne dépasse pas la barrière de « ah, c'est caca boudin, etc. Être humain, c'est sale », ben non. Être humain, c'est génial. Il y a des perceptions intéressantes. Et justement, quand les femmes ressentent cette variation d'aura, on peut faire le miroir avec la respiration de l'aura de la Terre. Et j'ai un bouquin sur la nature, parce que ça m'a aidé à comprendre les 4 phases de mon cycle, reliées aux 4 éléments, terre, air, eau, feu, qui sont les 4 éléments de la vie et les piliers de la santé. Et au-delà de tout ça, bon, connaître son corps de femme, ça nous permet de voir au niveau de l'alimentation, au niveau de notre énergie pour le sommeil, exercice physique aussi pour la circulation. Et ça permet d'être heureuse, d'être femme, parce que si on comprend la radicalité face à ce qui est bon pour nous, bah, s'il y avait toutes les femmes qui avaient cette conscience, eh bien au niveau de la santé, de l'éducation, des horaires, eh bien, on serait plus à l'écoute de nos véritables besoins. Voilà essentiellement le message que je voulais vous transmettre, mais en gros la méthode, c'est reconnu par les Allemands, les gynécologues la transmettent depuis 2012. C'est juste en France où tout ce qui est naturel et autonomie et sexualité, c'est psychologiquement un frein. Mais moi je suis viette, j'ai pas cet héritage de ce tabou. Et donc moi ce que j'apporte, c'est ma particularité, simple, rapide, directe, et voilà. Donc je suis au service des femmes qui veulent s'émanciper. C'est vrai qu'il y a tout le magma des mauvaises expériences, mais n'empêche que moi je suis quelqu'un sur lequel je pose, enfin les gens peuvent poser la main, pour passer un cap qui est très émotionnel. Et parce que bon, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est que depuis les années 80 où on peut avoir cette conscience de la fertilité. Et donc il faut aussi prendre conscience de tout le passé, qui sont réels, hein, toute cette souffrance, toute cette hérédité, toute cette, on va dire, ce passé. Pour aujourd'hui, vous avez le choix de faire un renouveau, pour passer ensuite, arrêter les souffrances et partir sur un appui solide. Et c'est une transmission maternelle qui a été volée, parce que, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, Isabelle, je crois, la médecine en France, c'est la sécurité sociale, ça fait partie de l'extérieur, alors qu'en Asie, bon, il y a eu la guerre, ils sont morts par de nutrition, et donc du coup, la santé, c'est le quotidien. Ma mère n'a jamais été à l'école, mais elle sait que quand j'étais grognonne ou quand je dormais, elle ne me réveillait pas. Parce que sinon, elle savait que j'étais une terreur. Hein. Donc il y avait cette écoute de ce côté sauvage, entre guillemets, pour justement être un pilier solide de son identité, mais aussi de son immunité. Et là, en fait, c'est comme si j'apprenais aux femmes et aux couples, parce que bon... les hommes, c'est intéressant parce que les hommes, ils perçoivent des choses que les femmes ne perçoivent pas forcément. Et quand je suis énervée, il me dit « Oh, bah, t'en es un. » Bon, d'accord, je me calme. C'est pas de sa faute, c'est moi, parce que je suis trop émotionnelle. Bon, je vais pleurer dans ma chambre. Parce qu'en fait, quand on a nos règles, en fait, on se reconstitue au niveau du système nerveux. Et c'est bien de pleurer pour lâcher parce qu'on a tenu. Il y a des choses qu'on a tenues et parfois... on a mal au niveau des cervicales, du ventre. Mais pleurer, en fait, c'est un lavage, auto-wash. Et quand on voit que les enfants, ils pleurent, parce qu'en fait, ils sont en train de déposer et de se reconstituer au niveau du système nerveux.
Merci Chantal. Des questions? Écoutez, moi, vous m'avez déglingué parce qu'il est ménopausé, du coup j'ai compris que je rigolais plus. Non, la ménopause, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la synthèse de tout ce que vous avez ressenti dans les 4 phases. Et en fait, vous pouvez vous ajuster par rapport aux saisons. Aux saisons, en fait. Et donc là, on rentre dans l'automne, donc c'est le fait d'épurer. Les arbres sont en train de lâcher les feuilles. Donc en gros, se nettoyer les cures de raisin ou reminéraliser les orties. Il y a un côté où c'est qu'est-ce que je dépose dans ma vie pour passer à autre chose. Il y a un bouquin sur Natura qui est intéressant. Il y a aussi des méditations qui permettent de justement reprendre le moule de la richesse de chaque saison. Pour ensuite aller en hiver, le recueillement, le petit Jésus. Si, au-delà de la religion, c'est un archétype puissant parce qu'on va chercher l'essentiel pour ensuite renaître au printemps. Mais si on n'a rien trouvé à Noël, les gens qui ont du mal à renaître, c'est parce qu'ils ont pas été dans l'intérieur, construit quelque chose à l'intérieur. Alors vous voyez, vous pouvez vivre le cycle. Non, mais j'étais rassurée parce que les Chinois disent que la ménopause, c'est justement le printemps de la fin. C'est la deuxième vie et l'épanouissement. Il n'y a plus d'enfants à gérer, il n'y a plus de problème de règles, il n'y a plus... Oui, en ménopause, en fait, il y a l'énergie sexuelle bascule et en fait, c'est plus au niveau de la thyroïde qui est reliée à la créativité. On arrête de créer par la chair, on crée par les expériences. Il y a ce déploiement du côté plus masculin, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir connaître son cycle avant la ménopause, parce que ça permet aussi de sélectionner tout ce qui est bon et mauvais au niveau de l'alimentaire. Parce qu'à partir de 40 ans, il y a une barrière physique, psychologique, comme tous les niveaux énergétiques. Et il faut... Moi, je vois, le sucre, plus ça va, tout ce qui est raffiné, c'est pas possible. Hein. Ça me donne des articulations, problèmes articulaires, j'ai des gonflements, des œdèmes, ça va pas, quoi. Le corps, il me parle. Quand on est ado, on peut faire n'importe quoi, on est soutenu par l'énergie, de la vitalité, de l'énergie sexuelle. Le système digestif, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à la limite, ils ont des boutons, mais bon, ça va. Mais quand on baisse en fertilité, notre corps nous demande d'être plus sage. Sinon, c'est ostéoporose, les gros problèmes hormonaux. Donc, il nous a soutenus à un temps de notre vie, à nous de soutenir notre corps au mieux. Merci, je pense que ça va aller. Ok, merci. Je passe le relais à un homme. Bonsoir à tous. Alors je vais souvent lire mes feuilles parce qu'il y a plein de choses que je souhaiterais dire et qui sont importantes pour moi et ne pas les oublier. Donc après les questions-réponses, on pourra aller plus librement. Donc je suis facial-pulsologue. La facial-pulsologie existe depuis une petite trentaine d'années et le créateur s'appelle monsieur Christian Carini, qui l'a mise au monde il y a plus de 50 ans. Et donc, comment je suis arrivé là, moi? C'est parce que j'ai subi à un moment donné une hernie discale, un grave lumbago qui m'a complètement paralysé. Et comme dans mon parcours, le mouvement, c'est sacré, en fait. J'ai une vision du mouvement qui aspire à la justesse et à l'harmonie. Et donc, j'ai, dans mon parcours, vécu les arts martiaux, j'ai vécu des mouvements artistiques, tels que le rythmique créé par l'initié Rudolf Steiner.
Et je suis très sensible à l'énergie, en fait. Et donc tout ça m'a amené à cette problématique. Et lorsque j'ai rencontré une ostéopathe sur Paris, elle connaissait les fascias. Et donc quand elle a posé les mains sur moi, ça m'avait surpris parce qu'il n'y avait aucune manipulation telle que on peut le trouver chez le kiné ou certains milieux d'ostéopathie. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, c'est comme si c'était une magie dans le corps. En fait, tout s'est réharmonisé. Je sentais les mouvements et c'est la magie parce que j'avais vraiment la sensation que ça se faisait tout seul. Donc, la définition que je donne à la fascia, c'est une pratique manuelle visant à activer les mécanismes internes de restauration par le toucher. La fameuse homéostasie. Donc, la définition de l'homéostasie, c'est la capacité qu'a le corps à conserver son équilibre de fonctionnement à travers tous ces systèmes que sont le système nerveux, digestif, respiratoire, excrétoire, endocrinien, musculo-squelettique, cardiovasculaire, etc. Et en dépit des contraintes extérieures. C'est-à-dire que ce que vous subissez, l'homéostasie va faire ce qu'il peut. Donc, c'est ni du massage, ni de la manipulation. Elle s'apparente plutôt à une pénétration douce du corps, un toucher intérieur sensitif. Donc, c'est ça qui peut débousseler au début. Donc, elle ne comporte donc aucune manipulation de la structure osseuse, comme on peut le voir avec l'élément moteur que le kiné, à l'instar de la kinésithérapie. En gros, j'induis pas le mouvement. Comme je suis un être vivant et que vous êtes vivant, on est animé, donc le tissu a un mouvement particulier. Et j'opère plutôt par mobilisation tissulaire. Donc c'est le tissu qui va m'amener à la problématique. Donc c'est les mains qui suivent ce chemin tissulaire et circulatoire pour retrouver les tensions physiologiques et psychologiques subies par le corps. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le corps et le psychisme, on ne peut pas faire sans, en fait. Tout ce que vous vivez dans votre monde relationnel, aussi vaste qu'il soit, relation avec la nature, relation avec les humains, en fait, ça a directement un impact sur vous, parce que soit vous êtes émerveillé et touché, soit vous le subissez. Et donc, du coup, ça a un impact direct. Et donc, ces fascias sont très sensibles à toute forme de stress physique et psychologique, et ils traduisent les moindres agressions de ceux-ci. Et en fait, ils ont une capacité de crispation totalement autonome. Comme le système nerveux végétatif, en fait, c'est que vous n'avez même pas besoin d'y penser. C'est un peu comme s'il pensait pour vous et il est complètement autonome. Et donc, il se rétracte à la moindre agression. Et ces micro-contractures s'installent souvent donc, à l'insu de la personne et si elle n'est pas corrigée, se répercutent ailleurs. Donc l'unité fonctionnelle est perturbée et lorsque les liaisons s'accumulent, le dysfonctionnement se développe pour laisser place à une pathologie, la tension, la douleur ou la maladie bénigne ou plus lourde s'installe lentement mais silencieusement. Et donc, ce que je voulais noter, c'est que le corps ne traverse pas les étapes de la vie sans nous. Ça paraît évident, mais souvent on l'oublie. Donc corps et psychisme ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, et les fascias sont la mémoire en fait du corps, en jouant ce rôle d'interface entre l'esprit et le corps. Et donc le but de la fascia, pulsologie, c'est de défroisser en fait ces blocages et de libérer la mémoire traumatique. Donc pour vous donner une petite image, c'est que quand c'est bloqué dans le corps, un peu comme les asthmatiques, on est en état d'inspire. En fait, c'est comme si que le corps, il est bloqué comme ça dans ses tissus. Il y a des os dans le corps qui sont des os qu'on appelle des os respiratoires. Et donc, quand ces os ne fonctionnent plus, cette respiration, ça signifie que, en fait, au niveau géographique, là où ils se trouvent, ils sont comme gelés et la circulation ne se fait plus très bien et ça a un impact ensuite pour tout le reste du corps petit à petit qui s'installe. Donc cette pratique aide aussi à acquérir du coup une conscience plus précise, plus fine de son corps, de détoxiner, de rééquilibrer l'ensemble des organes. Donc fascia en latin, ça veut dire bande, en forme de bande, donc une membrane fibreuse très résistante qui enveloppe, soutient, protège, sépare, mais aussi relie entre les os, les organes, les viscères, les muscles, les artères, les vaisseaux
une image. Voilà, ça c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est en chirurgie, en fait, vous découpez le tissu et vous avez l'impression d'un chaos total, mais en fait c'est dans les mathématiques ils appelaient ça la géométrie fractale. En fait c'est en apparence un chaos, mais c'est hyper organisé et c'est super intelligent en fait. Et donc ça voyage partout. Une autre photo voilà, que j'avais trouvée. Donc on a l'impression d'un cocon en fait. C'est comme une toile d'araignée en 3D et c'est multidirectionnel. Donc il y a 4 groupes de fascia. Le fascia qu'on appelle superficialis, il double la peau à l'intérieur. En fasciapulsologie, je ne travaille pas directement là-dessus. Ça, c'est plutôt quand on fait des massages bien-être et tout, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien, donc du coup, on voit bien l'impact sur tout le corps. On a ensuite ce qu'on appelle l'aponévrose superficielle, c'est les fascias des muscles. Donc ça émet des ramifications vers l'intérieur. Il y a ensuite le système profond, donc qui part de la base du crâne et plonge dans le thorax et l'abdomen. Ça enveloppe le cœur. Par exemple, le fascia du cœur s'appelle le péricarde, au cas où si vous avez déjà entendu ce mot. Les poumons, la plèvre. Et vous avez le système durmérien qui est la méninge la plus externe et qui, elle, part du système nerveux au niveau du crâne et ensuite se développe dans tout le corps. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de fascia, de noms autour des organes. Le péricarde, la plèvre pour les poumons, péritoine au niveau de l'abdomen, les méninges au niveau du crâne, les aponévroses, c'est les fascias des muscles. Le périoste, c'est les fascias des os. Donc, voilà, les fascias ont une capacité de protection des différentes structures du corps contre les agressions, soutien des organes, support des vaisseaux et des nerfs. Ils permettent la coordination motrice. Quand vous faites des mouvements, vous marchez, vous courez ou vous faites du sport, c'est grâce à eux. C'est les chaînes faciales. Au niveau de la nutrition, au niveau de la lymphe interstitielle, au niveau des défenses immunitaires et anti-infectieuses, parce que c'est là-dedans que se trouvent les lieux d'action des cellules de défense, au niveau de la fonction respiratoire par le diaphragme, et le rôle sur le système nerveux et les glandes endocrines. Vous voyez que ça connecte complètement tout le corps. Et le terme pulsologie, fasciapulsologie, c'est-à-dire le pouls artériel, car hors le sang, il n'y a pas de vie. Et donc, dans une zone lésée, la circulation sanguine se fait moins que dans une zone qui respire. Donc, c'est pour ça que, immanquablement, on est avec le sang, qui est d'ailleurs un tissu conjonctif lâche, fluide. C'est ça que je voulais dire. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte le résultat d'un certain parcours de vie, hein, là où vous êtes, là où je suis. C'est une grande vie d'interaction avec l'environnement, et c'est là que je veux vous inviter à percevoir ce mot qui est la biotenségrité. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dans ce mot, on a bio pour le vivant, tenségrité, donc on a la notion de la tension, donc de la conscience, et intégrité dans la notion de globalité, qui représente toute la structure faciale dans le corps, et la matrice extracellulaire. Voilà, hop, je vais terminer là-dessus. Tout à l'heure, on parlait d'hydratation. Par exemple, sachez que plus de 60% de l'eau de notre corps est liée au fascia et à la matrice. Voilà, merci, 5 minutes. Bon, j'aurais vraiment pas le temps de terminer. Alors, pourquoi je vous ai mis cette image-ci ? Parce que dans l'univers, il y a ces deux types de mouvements qui sont très importants. C'est le mouvement centrifuge et le mouvement centripète. Ces mouvements énergétiques sont partout dans l'univers et surtout dans notre corps. Et donc, au niveau des ce qu'on appelle des symptômes, hop. Alors, passer à la suivante. Voilà. Donc, lorsque vous avez, par exemple, des gens qui ont des problèmes de maladie, d'obésité, d'œdème, d'angine, de palpitations cardiaques, de diarrhée, d'hyperglycémie,
Et tout ce qui commence par hypertension, hyperlaxité, hyperthyroïdie. Et les noms qui se terminent en it, donc arthrite, bronchite, colite, conjonctivite, cystite, etc., on le trouve dans une notion d'excès, en fait. Des maladies inflammatoires, dites inflammatoires. Et de l'autre, vous avez les maladies en rétractation, diminution, dépression, c'est-à-dire que la personne est plutôt renfermée sur elle et elle va plutôt vers l'immobilité ou l'inertie. Et donc là, vous avez plutôt les maladies telles que les paralysies, les dépressions, les cancers, le sida, les constipations, parce qu'on sent que le mouvement s'arrête, en fait, il diminue, il vient sur lui-même. Donc tous les termes en hypo, donc hypoglycémie, tout à l'heure on avait hypertension, là on est en hypotension. L'hypothyroïdie, tout à l'heure on était en hyperthyroïdie, et là c'est toutes les maladies se terminant en ose, donc arthrose, cirrhose, fibrose, lordose, et dans ces termes-là vous entendez à la fin ose, c'est-à-dire qu'en fait l'individu dans son périple de vie, elle n'a plus osé passer un cap. Donc quand ça c'est trop fort en fait, psychiquement, eh ben, le corps étant marié avec l'esprit, quand la tension est trop forte, c'est lui qui récupère en fait ce qui se passe derrière. Donc d'où les problématiques de santé par la suite. On va y bloquer. Hop. Et donc, hop. Important pour moi de vous faire ressentir en fait que pour trouver l'équilibre, pour aller vers cette notion d'équilibre, en bas à gauche vous avez la force que je vous ai dite tout à l'heure en éclatement en fait, à droite plutôt la rétractation, et l'équilibre paradoxalement on penserait qu'il se trouve au milieu, mais ça c'est un point neutre qui ne reste pas longtemps neutre justement, parce qu'on va très vite basculer. L'équilibre se trouve vraiment quand vous prenez de la hauteur par rapport aux choses. Et donc là, j'ai fait des figures géométriques mathématiques pour vous montrer que c'est l'association du cercle et du point. Et donc la conscience de soi, c'est la capacité d'émettre une pensée ou un mouvement, et ensuite de pouvoir accueillir, de pouvoir être dans le retour et de comprendre ce qu'on vit et ce qu'on agit. Et là, on est plus sûr de tirer des leçons de nos expériences. Parce que voilà, si c'est pas fait, le souci c'est que ça va peser la personne et du coup ça va générer des tensions derrière. Et en fascia, c'est le travail que moi, en tout cas, je vais dans ce sens en fait, pour vraiment permettre à la personne de retrouver un peu son axe, quoi. Donc là, c'est terminé. 1 minute. Donc je voulais dire que j'aime bien terminer là-dessus. Charlie Chaplin et les temps modernes, je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est génial. Et ce film, en fait, fait, à l'instar un petit peu de 1984 ou Le meilleur des mondes, il fait ressentir la mécanisation de l'être. Alors on voit bien au début, hein, il est vraiment paumé dans cette notion de mécanisation. Et finalement, quand on tombe là-dedans, le fameux métro, boulot, dodo, hyper négatif, ça suscite, on ne s'en rend pas compte, l'animalité chez l'individu, à travers les automatisations. Donc ça épuise l'être, et on est même descendu d'un cran avec ce type de film, on passe du matérialisme à l'utilitarisme. C'est-à-dire qu'on est devenu un objet, en fait, entraînant une société de consommation ultra mensongère, parce que là, l'être humain vraiment est coupé de l'essentiel, et se remplit d'objets qui, malheureusement, prend trop de place. Et aujourd'hui, on entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais tout naturellement, nous arrivons à des gains de fonction. Donc, direction transhumanisme, c'est ce qui attend là l'humanité avec un super programme. Tout est permis, du coup, mais la conscience morale n'y est pas du tout, du tout, du tout. La raison profonde, spirituelle pour laquelle je crée, par exemple, j'agis au sein de la communauté humaine, eh ben, elle est absente, si on va dans ce sens. Et le but aujourd'hui, c'est de retrouver cette dignité humaine en chacun de nous, et de pouvoir apprendre des autres et progresser ensemble. Voilà, donc j'ai terminé, parce que mon temps est terminé, donc...
Donc j'ai une table là-bas, donc si vous voulez, alors ces 3 mouvements que vous avez vus dans le triangle, je peux, avec des petits groupes, vous les faire ressentir dans le corps. C'est plus intéressant aussi de passer de la tête à l'expérience. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent un petit peu, en quelques minutes, à les faire ressentir. Et je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà. Pas évident de tenir... C'est la 2e fois que j'interviens, mais là, en fait, quand je parle, je suis assez inspiré. Et donc, du coup, mais le temps est tellement... et il m'oblige à plein de choses, donc du coup, ça coupe. Donc, voilà. Oui. Vous pensez qu'on peut aider des personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires, notamment des pathologies au niveau du cœur, en libérant le péricarde, par exemple? Entre autres, ça dépend, mais en fait, ce qui est génial avec la fascia, c'est que vous pouvez avoir un symptôme qui est déclaré, avec son nom et tout, etc. Mais l'origine, en fait, de cette problématique-là peut être quelque chose qui est là depuis un bout de temps et qui est apparu à un autre endroit du corps. Donc là, le but de la fascia, c'est d'écouter ce corps et de vraiment aller chercher. En fait, c'est le tissu qui guide. Et on apprend, moi ça m'est arrivé quand je fais une anamnèse au début, quand j'accueille les gens. Donc déjà dans l'anamnèse, j'ai une histoire. Et ensuite, quand je pose la main, très souvent, on a le diaphragme qui est serré, en fait. Et vous, les femmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fait de porter le soutien-gorge avec armature, en fait, l'aspect métallique tombe pile poil sur le diaphragme. Donc à chaque fois, vous réalisez peut-être pas, mais vous êtes en serrage ici à ce niveau-là. Donc du coup, il y a une respiration qui est déjà bloquée. Donc quasiment tout le temps, bon après, avec la façon dont on vit, avec tout le stress... dans lequel on se trouve, c'est pas évident de se détendre et de se relâcher. Mais ici, c'est vraiment bloqué. Et sachez par exemple qu'une articulation, là par exemple, je prends l'articulation entre la première et la deuxième phalange, là, les articulations du corps, on en a de la tête aux pieds, et ben on peut faire respirer une articulation. C'est-à-dire que les articulations sont des mini-diaphragmes. C'est-à-dire qu'en libérant une articulation, je sens la respiration énergétique de toute la personne, et elle le sent d'ailleurs aussi. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on est passé un peu à côté d'un instrument qui est fabuleux, qui est le corps et tout ce qu'il contient. Et donc du coup, il faudrait petit à petit maintenant réhabiter ça. Et donc pour répondre, oui, libérer le péricarde, mais comme tout est relié, en fait, ça va libérer avant plein d'autres choses, quoi. Après, il y a un gros souci, je vais vous dire une chose, qui là m'interroge énormément. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les injections actuelles, la vaccination actuelle. Et bien pour moi, dans mon expérience, d'accord, je peux vous dire que l'une des contre-indications de la fascia, c'est les phlébites. C'est-à-dire que quand les gens ont des rétentions au niveau du sang, c'est pas une action à faire parce que du coup, on ne sait pas ce qui empêche la bonne circulation du sang et on peut débloquer une thrombose, donc il y a une vigilance. Mais là aujourd'hui avec les vaccinations, ce que moi j'entends, ce que mes collègues entendent, c'est qu'il y a des mini-thromboses qui se mettent en place maintenant. Parce que là on est en train de jouer à je sais pas quoi, mais on a beau être expert, mais là il y a des choses qui m'impressionnent. Et donc du coup c'est pour moi, parce que là on touche au sang en fait, hein, donc du coup moi, ma pratique à moi m'amène dans le sang en fait. Donc voilà, je prends énormément de recul et la prudence que je me suis donnée, c'est que je n'accompagne pas les personnes qui ont subi les injections. Et je leur explique pourquoi. Et donc du coup, ça c'est pour moi aujourd'hui un positionnement que j'assume et que je fais. Voilà. Donc désolé, il y avait peut-être d'autres questions. Vous parliez de fascia. Vous parliez Attends. Pardon. Est-ce que vous connaissez cette maladie qui s'appelle la myofasciite à macrophage et qui a été développée par pas mal de gens après l'injection de l'hépatite, du vaccin de l'hépatite B, suite à l'hydroxyde d'aluminium qui est dedans et qui se met dans les muscles et dans les fascias? Vous connaissez cette maladie? Non, je ne l'ai pas étudiée, elle, principalement, mais j'ai déjà eu des gens qui sont vraiment, qui ont mal partout, en fait, dans le corps, qui ont des douleurs constantes. Malheureusement, c'est pas... Oui. Le vaccin, on met de l'hydroxyde d'aluminium, on sait que ça touche les fascias, entre autres.
oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ou alors on peut après... Oui. Vous aviez une question, madame? Sur la mémoire des fascias. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pour vous donner juste un exemple, une fois j'ai soigné une jeune fille qui avait 22 ans et j'étais en train de voyager dans le tissu et tout d'un coup elle s'est recroquevillée sur la table. Hop, complètement, et j'ai été surpris mais il fallait pas que je lâche et à ce moment-là elle s'est mise à pleurer et donc il y a quelque chose qui s'est levé malgré elle et à la fin elle m'avait raconté et il y avait un vrai déni et il y avait vraiment un gros couvercle dessus. Et il y avait une notion d'inceste en fait. Donc ça c'est un exemple qui est très fort en fait de choses qu'on vit et on n'arrive pas à l'assumer. Et du coup en fait vous pouvez vous raconter ce que vous voulez psychiquement et en esprit, mais le corps n'oublie jamais les choses en fait. Et donc à un moment donné ça sortira en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple de mémoire que la fascia peut permettre ou toute autre pratique allant. Parce que je l'ai connu, mais différemment que par votre méthode. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors avant le témoignage de Maria, nous avons prévu de faire intervenir Gatien Lokossou, qui est immunologiste. Il y avait une erreur au niveau de ses qualités dans l'invitation que vous aviez reçue. Et qui est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calaire au Bénin. Gatien, là je l'ai eu au téléphone, il était dans sa voiture, donc il devait s'arrêter pour pouvoir nous parler, et pour nous parler de salutogénèse. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Très bien. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Gatien Lokossou, comme Florence vous l'a dit. Je suis désolé parce que vous ne pouvez pas me voir, je suis en voiture et il fait noir. Donc, vous ne pouvez pas voir même si je mets ma vidéo en marche. Alors, comme Florence vous l'a dit, effectivement, je vais vous parler de salutogénèse. Vous allez comprendre dans quelques minutes ce que ça veut dire. Mais en réalité, j'ai préféré garder ce titre parce qu'on a tendance à oublier en fait ce que je vais vous dire maintenant. On a tendance à oublier que sans les micro-organismes, par exemple, nous ne pouvons pas vivre. On ne peut pas être du tout là. Donc, il faut une certaine harmonie entre notre système immunitaire et la cohabitation avec les micro-organismes. Parlant de micro-organismes, on a en gros 5 types de micro-organismes. 2 se regroupent, mais je préfère les diviser en 5. On a les plus petits. Vraiment, les virus sont les plus petits. Ensuite, vous avez les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire des bactéries qui ont besoin des cellules pour se multiplier. Après, vous avez les bactéries extracellulaires et ensuite, on a les champignons, on a les parasites. Donc, pour ceux qui sont des amateurs de bière, vous savez très bien que sans la levure, par exemple, on ne peut pas faire de bière. On n'aura pas de bière, on ne peut pas avoir la bière. Donc, du coup, on a besoin des micro-organismes. Et dans mon propos par la suite, vous allez comprendre vraiment pourquoi on a besoin de micro-organismes. Nous sommes constitués de plus de micro-organismes, de bactéries, que de cellules humaines. Ça étonne beaucoup de gens. Dans notre corps, on a plus de bactéries que de cellules humaines. Alors, malheureusement, les films pharmaceutiques, les organisations médicales ont focalisé notre attention sur les germes. Et donc, du coup, on les a considérés comme mauvais, que ce soit les virus ou les bactéries. Donc, ça, c'est vraiment dommage parce que ça a évité, par exemple, de regarder du côté de l'hôte, ce qu'on considère généralement comme le terrain. Donc, on a négligé complètement l'hôte et d'autres facteurs qui pourraient influencer le bien-être de l'hôte. Donc, dans la salutogénèse, on va vraiment revenir sur l'hôte. Qu'est-ce que l'hôte doit faire, de quoi il est constitué, quels sont les atouts qu'il doit utiliser pour garder la bonne santé. On a oublié l'hôte, mais on a également oublié, par exemple, l'environnement dans lequel il est. Donc, en réalité, pour parler de mal-être, de maladie, on doit tenir compte de 3 facteurs. Le premier facteur sur lequel on a zoomé, que vous voyez ici, c'est les micro-organismes, c'est les bactéries, les virus. Et il y a les 2 autres facteurs qu'on a totalement oubliés, l'environnement et l'individu lui-même.
la salutogenèse va focaliser son attention sur l'individu. Alors, quand on regarde aujourd'hui, surtout avec la crise Covid, on voit que depuis plusieurs décennies, on a vraiment focalisé notre attention sur les virus et de ce fait, on utilise un bout d'un micro-organisme pour forcer le système immunitaire à répondre contre quelque chose qui est très compliqué en fait. Pour faire simple, je prends une batterie où vous avez des milliers, plusieurs millions de molécules, on va s'intéresser à une molécule qui semble être intéressante pour induire une réponse chez l'autre, pour que l'autre puisse répondre au final contre quelque chose de très compliqué, ce qui n'est pas très facile en fait. Et vous avez entendu certainement parler de la notion d'anticorps facilitant dans le cadre de la COVID, justement parce que c'est un système très complexe. On va vacciner les gens et chez cette personne, on va se retrouver avec une facilitation de l'infection parce que la personne n'a pas produit en réalité les bons anticorps. On aurait dû cibler la production des anticorps ou des cellules immunitaires contre d'autres molécules ou contre plusieurs molécules à la fois, ce que nous ne faisons pas souvent. Alors, c'est vrai, on peut l'avoir lorsqu'on utilise, par exemple, des agents pathogènes entiers, d'accord? Si on prend un virus en entier, on pourrait l'avoir, même si le fait de l'avoir en entier, on le modifie un peu. Donc, c'est pas très simple. Par ailleurs, il faut savoir que nous sommes dans un environnement, donc vous voyez ici l'hôte, c'est vous, c'est moi, hein, l'agent pathogène, l'environnement. Et donc, c'est l'interaction. Cassien, est-ce que vous pouvez nous montrer, mettre la deuxième, enfin les autres images? Ah, vous ne les voyez pas? Elles sont sur le côté, mais à gauche en petit. Oui, voilà. Voilà, merci. Donc, vous voyez là? Oui, oui. Est-ce que si je mets comme ça, vous voyez? Est-ce que comme ça, vous voyez? Oui, oui, mais c'est bon, là, ça va, oui, oui. Là, ça va, d'accord, très bien. Donc, je vais vous montrer cette image, les trois cercles entrecoupés, et vous voyez que c'est une partie de ces interactions qui, malheureusement, ça va mal se passer et on aura la maladie. Donc, le fait d'avoir une maladie, c'est la conséquence d'une mauvaise interaction entre trois facteurs: l'hôte, le pathogène et l'environnement. On doit tenir compte de ça. On ne doit pas seulement nous focaliser sur le pathogène, on doit se focaliser sur les trois éléments: l'hôte, le pathogène et l'environnement. Quand on parle de l'hôte, et vous allez voir tout à l'heure, l'hôte, c'est le terrain en fait. Ceux qui font du jardinage ou qui sont agriculteurs, on sait très bien quand une terre est mauvaise, elle n'est pas riche, ben, les fruits ne seront pas bons. C'est la même chose chez nous. Si on a un terrain qui est déjà abîmé, n'importe quel agent pathogène peut nous abattre, même s'il n'abat pas notre voisin, parce que le voisin a un bon terrain. Et quand on parle de terrain, on oublie souvent que ce terrain lui-même est déjà très compliqué. Vous avez par exemple ici un résumé de notre terrain écologique, si vous voulez. Dans ce terrain écologique, nous avons environ 12 composantes qui fonctionnent différemment. Le premier, c'est la génétique et l'épigénétique. Quand on parle de... Gatien, vous pouvez nous montrer maintenant, justement, mettre au centre la troisième image? Je suis très embêté voilà. Parce que... Bon, donc, je laisse ça comme ça, en fait, parce que j'ai l'impression que quand je mets ça en diaporama, vous ne voyez pas. Donc, est-ce que comme ça, vous voyez? Oui, oui, là, il est bien, oui, oui. Bon, donc je le laisse comme ça. En fait, quand on s'intéresse à l'hôte, donc à l'individu, à vous et à moi, on s'intéresse au terrain. Et sur ce terrain, on prend en compte environ 12 éléments. Le premier élément qui est essentiel, c'est la génétique, associée à l'épigénétique. Quand on parle de l'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur l'expression de certains de nos gènes. Donc, on a ce premier élément qui doit être associé à notre métabolisme. Comment on règle notre glycémie, comment on gère un peu la dégradation de ce qu'on consomme, etc., etc. Le troisième élément, c'est notre intestin. Est-ce que notre microbiote intestinal fonctionne très bien? S'il ne fonctionne pas très bien, ben on sera tout le temps malade. Quatrième élément, c'est l'ADN mitochondrial qui varie d'un individu à un autre, qui fonctionne différemment d'un individu à un autre. Et cinquième élément, on a le système immunitaire lui-même.
qui aussi est différent d'un individu à un autre. Sixième élément, nous avons le stress, la façon dont chacun est exposé au stress. Septième élément, on a les mécanismes neuro-endocriniens. Huitième élément, on a la façon dont le système circulatoire fonctionne. Neuvième élément, on a les toxines de l'environnement. Dixième élément, on a l'intégrité totale de la personne. Onzième élément, on a la psychologie. Et enfin, on a les manifestations psychosociaux, émotionnelles de l'individu. Donc, vous voyez que quand on prend les 12 milliards d'individus que nous constituons, c'est totalement différent pour chacun. Donc, ces éléments interagissent différemment d'un individu à un autre. Cela montre qu'on ne peut pas généraliser la santé. La santé doit être prise en charge individuellement. Nous sommes exposés différemment. Nous sommes dans le même environnement, mais nous sommes exposés différemment. Nous aurons des réponses différentes. Et quand on prend notre système immunitaire, il va fonctionner dépendamment de notre système neurologique, de notre système endocrinien, de notre système métabolique et de notre système, de notre environnement psychologique. Donc vous voyez déjà, il y a 4 éléments qui vont influencer notre réponse immunitaire. Et enfin, on va avoir l'interaction de ce système avec d'autres éléments. Je passe à la diapo suivante. Et si, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Béchamp, Pierre-Antoine Béchamp, un contemporain de Pasteur, qui a vraiment mis l'accent sur cette chose. Malheureusement, il n'avait pas été écouté en son temps. Certaines personnes ont essayé de reprendre sa théorie, tant bien que mal, mais Béchamp insistait sur le fait que l'agent pathogène lui-même, en fait, il n'est rien. C'est le terrain qui va décider. C'est l'être humain, c'est l'individu qui va décider s'il va y avoir maladie ou pas, dépendamment de son terrain. Donc, malheureusement, c'est Pasteur qui avec les financements qu'il a eus avec ses collègues, a pris le dessus et on a tout focalisé sur les gènes. Mais quand on s'intéresse à Béchamp, on voit très bien qu'avec Béchamp, le terrain est tout en fait. Et donc, les individus qui vont avoir des déficits, n'importe quel type de déficit, ça va impacter sa réponse immunitaire. On a l'exemple du SARS-CoV-2, par exemple, donc, qui a causé la COVID. J'insiste là-dessus, hein, beaucoup de gens disent le Covid, en parlant du virus. Le virus, c'est le SARS-CoV-2. Mais ce virus est capable de déclencher une maladie qu'on appelle la COVID. Quand vous prenez le virus de la grippe, vous n'appelez pas le virus grippe. Non, le virus de la grippe, ça peut être un virus influenza, mais la maladie, c'est la grippe. C'est la même chose pour le SARS-CoV-2. Le virus, c'est le SARS-CoV-2 et la maladie que ça donne, c'est la COVID. On a, dans le cas du SARS-CoV-2, 4 conséquences possibles. Première conséquence, le virus arrive, par exemple, au niveau des voies respiratoires. Il est tout de suite bloqué, il n'arrive même pas à rentrer. Ce sont les individus asymptomatiques parce que ces individus ont un système immunitaire inné qui fonctionne très bien et très rapidement et ils arrivent à éliminer le virus. C'est les flèches en vase. La deuxième situation, c'est des individus chez qui la réponse immunitaire est retardée. Donc, chez ces personnes, on va avoir des symptômes très, très moyens. Troisième situation, les individus chez qui la réponse immunitaire est très, très lente. La réponse immunitaire innée est très, très lente et de mauvaise qualité. Ça suscite une contribution de la réponse adaptative. Finalement, la personne arrive quand même à prendre le dessus. C'est les trois flèches que vous voyez ici. On va avoir des gens avec des symptômes plus ou moins importants. Et enfin, c'est la quatrième situation. C'est des individus qui ont un mauvais background. C'est des individus qui ont, par exemple, la voie qui implique la vitamine D, aldostérone, rénine, angiotensine, qui est complètement de mauvaise qualité, des individus qui sont diabétiques, immunodéprimés. Et donc, chez ces personnes, on va avoir une réponse hyper-inflammatoire. Et ça va favoriser la maladie que tout le monde a suivi les 2 dernières années, la COVID, et ça va conduire à la mort. Heureusement, ce n'est pas tout le monde, c'est une partie de la population. Alors, je disais tantôt que quand on va parler de maladie, on va s'intéresser à 3 éléments. À l'individu, à l'environnement et à l'agent pathogène. Donc, dans notre environnement, nous avons
différentes perceptions, en fait. Chaque individu va percevoir différemment son environnement. Son environnement, ça implique évidemment la nutrition, ça implique le stress et un certain nombre d'éléments. Et quand on parle de la naissance à la vie adulte, à la sénescence, cet environnement change. Et donc, on va être exposé dans le ventre de la mère, à la naissance, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, en tant que vieillard, on va être exposé différemment. Et ces expositions vont laisser des empreintes sur l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Certains gènes pourront être activés ou désactivés, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Donc ça aussi, ça va influencer notre réponse immunitaire. Alors, la question qu'on doit se poser dans la salutogénèse, c'est comment nous devons tirer bénéfice de cet environnement. En réalité, comme je vous l'ai dit, on s'est focalisé sur l'agent pathogène. Donc, on s'est, depuis des millénaires, intéressé plutôt à la pathogénèse, qui vient de pathéi, ça veut dire souffrir, et de genesis, origine. Donc, on s'est plutôt intéressé à l'origine de la souffrance, plutôt que de s'intéresser à l'origine de la santé. Salutogénèse, salus, qui veut dire santé, et genesis, qui veut dire origine. Donc, de plus en plus, on va dire depuis les années 70, vous avez par exemple Aaron Antorowski, qui a décrit la théorie de la salutogénèse et qui est repris maintenant par plusieurs personnes, surtout dans les pays nordiques, on en parle. Il y a un intervenant suisse qui parle surtout lors des CSI du Conseil scientifique indépendant, Jean-Michel Dominique, il parle beaucoup de salutogénèse. Donc, dans la salutogénèse, on va s'intéresser plutôt à l'origine de la santé. Comment je vais faire pour être en santé? Dans la salutogénèse, on va se demander, par exemple, d'où vient la santé et comment je peux l'inviter. Alors que dans la pathogénèse, on va dire d'où vient la maladie. Et je vais me poser la question de comment je peux l'éviter. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. En pathogénèse, on va dire qui m'a transmis cette maladie, qui m'a infecté, qui m'a contaminé. Comment s'appelle l'agent pathogène qui m'a contaminé, ce virus ou cette bactérie ou ce parasite, ce champignon? Est-ce qu'il y a des antibiotiques? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'on peut le prescrire? Alors que dans la salutogénèse, on va se demander pourquoi je suis le seul à avoir été malade? Pourquoi c'est moi qui suis infecté? Pourquoi l'autre n'est pas infecté? Qu'est-ce qui fait que l'autre n'est pas infecté? Et qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Pourquoi les autres personnes ne sont pas atteintes et c'est seulement moi? Pourquoi ils n'ont pas été contaminés? Et pourtant, nous avons été exposés pareil. Ça, c'est vraiment le principe de la salutogénèse. Et quand on parle de la salutogénèse, il y a même une expression, on parle du parapluie de la salutogénèse. Et dans ce parapluie, en fait, plusieurs concepts ont été développés pour voir les atouts que nous pouvons utiliser dans notre environnement. On a par exemple, dans le parapluie de la salutogénèse, on a le bien-être, comment on va faire pour avoir le bien-être. On a par exemple la résilience, on a l'adaptation, on a un certain nombre. L'attachement, on a la vie sociale. Et donc, ces choses ont été globalement résumées en 10 éléments. Premier élément, le régime alimentaire et la nutrition. Deuxième élément, l'activité physique. Troisième élément, le repos, la relaxation. Quatrième élément, le sommeil. Cinquième élément, les liens sociaux que nous avons, les relations que nous avons avec la nature. Ensuite, notre vie, quel sens on donne à notre vie. En huitième position, les toxines, les polluants de l'environnement. En neuvième position, les rayonnements ionisants qui peuvent être la source de cancer. Et enfin, le stress. Donc, dans la salutogénèse, on va s'intéresser à ces 10 éléments pour voir dans quelle mesure on peut avoir la santé. Et si je m'intéresse à la nutrition, qui pose véritablement un problème aujourd'hui, on sait très bien que ce que nous allons devenir, tout est défini dès notre conception. Dans le ventre de la maman, si notre mère a une bonne alimentation, eh bien, on va être bien constitué, on va avoir un système immunitaire. Le schéma vous paraît
peut-être compliqué, je vais simplifier. Je vais résumer si vous voulez. Une mère qui a un régime, vous voyez ici McDonald's, un régime McDonald's, ben, il va influencer le développement de son enfant, surtout au niveau du foie, et favoriser par exemple ce qu'on appelle des maladies du foie qui ne dépendent pas de l'alcool en fait. Donc on va avoir un enfant qui va développer l'obésité très tôt et va avoir des problèmes de santé tout au long de sa vie, si rien n'est fait par la suite. L'alimentation de la mère est très importante puisqu'on sait que, par exemple, une mère qui va avoir un excès calorique pendant la grossesse, ça va favoriser, par exemple, les naissances prématurées, ça va favoriser la césarienne. Une mère qui va avoir un régime très riche en gras, ça va favoriser un mauvais microbiote chez cet enfant. On va avoir une dysbiose. Une mère qui va avoir une bonne supplémentation en vitamine D, eh bien, on va avoir une réduction des naissances prématurées, on va avoir une augmentation du poids de naissance. Donc, on sait maintenant que la santé de la mère, l'alimentation de la mère au cours de la grossesse joue un rôle très important. Une mère qui est sous-alimentée pendant la grossesse, le potentiel immunologique du nouveau-né est compromis. Et même si la mère est alimentée, certains aspects de l'enfant sur le plan immunologique est déjà touché et cet enfant va avoir du mal à récupérer. Alors, normalement, c'est des diapos que j'ai qui sont animés, mais comme je n'ai pas mis en diapositive, vous ne voyez pas l'animation. On a toujours pensé, jusqu'il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, que dans le ventre de la maman, tout était stérile. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. On retrouve des bactéries, de bonnes bactéries, bien sûr, dans le liquide amniotique, dans les membranes plasmatiques. Donc, la maman, dans le ventre, transfère à l'enfant certaines bactéries, soit par la bouche, ou soit par les voies respiratoires, l'enfant reçoit des bonnes bactéries. Et à la naissance également, l'enfant va recevoir des bactéries. L'ensemble de ces bactéries, de ces micro-organismes, vont agir sur son système immunitaire, vont influencer son système immunitaire. Et je ne sais pas si vous voyez la flèche ici, les bactéries auxquelles l'enfant va être exposé vont varier du ventre de la mère, de la gestation, jusqu'à, comment on dit, à l'adolescence, à la jeune enfance. Donc, on va avoir une diversification des bactéries de l'enfant, particulièrement au niveau de l'intestin. S'il y a un déséquilibre au niveau de ces bactéries, l'enfant sera sujet à des maladies. On sait également que dans le lait maternel, on n'a pas que la nutrition. On a beaucoup d'éléments immunologiques, on a des cellules souches qui vont coloniser quasiment tous nos organes. Donc, une mère qui allaite son enfant apporte, lui, naturellement, l'alimentation, mais lui apporte également des acteurs immunitaires, des cellules immunitaires, lui apporte des éléments qui vont agir sur son cerveau, sur ses poumons, sur la rate, le foie, plusieurs éléments. Donc, attention, le lait maternel n'est pas seulement nutritif, c'est d'abord tout un acteur immunitaire important. Je vous parlais tout à l'heure du microbiote intestinal. C'est vraiment, l'intestin en lui-même est un organe entier. Parce que si vous avez une dérégulation, parce qu'une mauvaise alimentation, parce que le stress, au niveau de l'intestin, vous allez toujours être malade. Donc c'est très important que nous contrôlions notre alimentation, c'est très important que nous contrôlions notre stress et de ce fait, on va avoir un microbiote qui va être très fonctionnel. Il faudrait régulièrement apporter des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques et tous ces éléments à notre organisme pour permettre la mise en place d'un meilleur microbiote. Un meilleur microbiote évite par exemple la dislocation des jonctions au niveau des intestins, donc limite les risques de diarrhée et plusieurs autres éléments. On peut en discuter après ma présentation. J'ai parlé du mode alimentaire tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un mode alimentaire complètement délabré. Ce mode alimentaire est constitué de sucre très rapide, beaucoup de gras, et à long terme, ça
ça agresse notre système immunitaire, ça détruit notre système immunitaire. Si vous voyez ici l'image que je montre, on a l'humanité a vécu à peu près 5 étapes jusqu'à date, hein, où nous sommes passés des chasseurs-cueillettes à des agriculteurs domiciliés, avec la mécanisation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du vraiment tout synthétique, ce qui nuit dangereusement à notre organisme, avec la mise en place d'allergies, de maladies inflammatoires, particulièrement l'inflammation du côlon, des cancers. Et nous devons faire une transition vers une autre phase. Si on ne fait pas bien cette phase, si on ne fait pas la bonne transition pour optimiser les fonctions de notre système immunitaire à travers une bonne alimentation, à travers un mode de vie exempt de stress, à travers la consommation de fibres, de certains compléments, eh bien, on risque de disparaître. Alors, dans la salutogenèse, on va faire une optimisation de la nutrition. Un apport nutritionnel riche en vitamines, riche en protéines. Ce ne sera pas tout. On va essayer de récupérer des éléments comme les flavonoïdes, des bêta-glucans qui vont réduire l'inflammation. On va s'assurer d'avoir des aliments probiotiques. Mais on doit aussi associer le sport. Le sport aussi est très important. On ne peut pas rester sédentaire à ne rien faire. On doit essayer d'avoir un très bon sommeil. Le sommeil est très réparateur. Il faut en profiter dès qu'on peut. L'exposition au soleil pour favoriser la synthèse de la vitamine D. En fait, on a 3 sources de vitamine D. La vitamine D par le soleil, par l'alimentation. L'alimentation contribue à 10-15% de notre vitamine D. On a aussi la supplémentation qu'on peut prendre en pharmacie. Mais une bonne exposition, une exposition de 10 à 15 minutes de soleil pendant l'été, par exemple, ça nous donne les 4000 UI de vitamine D dont on a besoin quotidiennement. Et aujourd'hui, on sait que la vitamine D joue un rôle très important dans la lutte contre la Covid, par exemple. Un autre élément... Oui, je vais conclure. D'accord. Je vais conclure. Un autre élément très important, c'est le stress. Il faut éviter le plus le stress possible. Et vous avez ces éléments qui nous favorisent ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle la salutogénèse. Donc, une bonne nutrition, le sport, éviter le stress, le sommeil, l'exposition au soleil naturel. Alors, la dernière partie, je peux en parler dans les discussions, c'est la microthérapie, hein, la micro-immunothérapie que le docteur Maurice Jenner a développée, qui permet d'avoir un système immunitaire optimisé. Et je vais finir sur cette diapo qui parle de la médecine des 4 P, médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative. Voilà, je m'excuse, j'ai été un peu long, je ne suis pas dans de bonnes conditions et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Gatien, c'était un vrai cours. On a retrouvé aussi des éléments que nous avions entendus dans les exposés précédents. Bon, c'était le dernier exposé était assez long et dense, malgré tout très intéressant. Donc la partie officielle de la soirée est terminée. Oui. Ceux qui le souhaitent... Ah, pardon, mais non, mais oui, c'est vrai, on était parti tellement... Ah voilà, alors, merci, oui, merci pour ce rappel. Effectivement, alors maintenant nous passons, après toute la théorie que nous avons entendue, on a vraiment besoin de pratique. Et merci donc Maria maintenant de prendre le relais et de clore la soirée. Oui, je prends comme ça. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler de mon expérience d'autonomie en santé depuis 5 ans. Et depuis, je vais plutôt bien. Alors, il y a 5 ans, j'avais des allergies respiratoires. J'étais soignée avec de la cortisone pour pouvoir respirer. Mais au bout de quelques années, dans ma poitrine, tout était encombré, ça sifflait dans tous les sens. Voilà. Alors, j'avais des problèmes digestifs, le mal-être de sans raison. Toujours fatiguée, des douleurs, et je prenais du poids de plus en plus. Et j'ai pris conscience que mes problèmes venaient de ma mauvaise alimentation.
Alors les viandes, les produits laitiers, les sucres raffinés, les légumineuses que je mange seulement en graines germées, le riz, les pâtes, voilà. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'alimentation vivante que je pratique depuis. Alors, c'est les légumes crus, les fruits à coque, toutes sortes de graines, les graines germées et surtout beaucoup de jus de légumes. Voilà. Alors, je pratique aussi régulièrement la purge et le jeûne. Alors, pour les personnes, la purge, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de rétention d'eau, ça fait disparaître les petits coussins au niveau des genoux, des chevilles et au niveau du ventre. Entre autres, hein, ça fait beaucoup de choses, mais entre autres, ça fait ça. Alors, depuis, mes problèmes de santé ont disparu et j'ai perdu 12 kilos et je ne souffre d'aucune carence. Voilà. Alors, du coup, j'ai créé un potager pour avoir des légumes le plus simple possible. Voilà, alors je trouve qu'un potager, il est un peu comme nous. Si on nourrit bien la terre, on a des légumes en bonne santé et en abondance. C'est pareil pour notre corps, si on lui apporte les bons aliments, il n'a pas besoin de médicaments. Il sait se guérir lui-même. Alors, du coup, je suis toujours à l'écoute de mon corps. Et quand il y a des petites choses à soigner, j'utilise l'argile verte, les huiles essentielles, les plantes aromatiques et médicinales que je trouve dans mon jardin et quelques plantes sauvages que j'ai appris à connaître. Alors, la force mystérieuse qui guérit les maladies se trouve dans la nature, à la portée de tous. Donc ça rejoint un petit peu les personnes qui ont passé avant. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Marianne. Vous étiez en pleine salutogénèse justement. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Maria, ou bien vous pouvez le faire aussi après vous être peut-être levé, vous en avez peut-être assez d'être assis. Et donc vous pouvez aussi également rejoindre donc les personnes qui sont intervenues et qui ont une place, une table pour que vous puissiez bien les repérer. Voilà. Plus quelques autres personnes aussi qui n'ont pas pu parler ce soir, mais qui pourront échanger avec vous si vous le souhaitez.